Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 13 octobre, j'espère que vous allez bien, et comme chaque dimanche, on est parti pour décortiquer l'actualité économique de cette semaine. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers, et pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, utilisez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant pour la première actualité, on reste en France, où le gouvernement a officialisé ce jeudi une hausse d'impôts dans son projet de loi des finances pour 2025. Alors l'exécutif prévoit de trouver 20 milliards d'euros de hausse d'impôts, notamment en visant les 65 000 foyers fiscaux les plus fortunés, c'est-à-dire ceux qui ont un revenu de référence annuel dépassant 500 000 euros pour un couple, soit 0,3% des ménages, qui s'acquitteront d'une taxe exceptionnelle. Selon les données du gouvernement, c'est 5,7 milliards d'euros qui seront ponctionnés. Par ailleurs, 3 milliards d'euros concerneront tous les Français avec la hausse des assises sur l'énergie dont les prix avaient baissé pendant la crise inflationniste. Les entreprises vont aussi être mises à contribution. En fait, environ 400 d'entre elles, dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros, paieront plus que le taux de 25% de l'impôt sur les sociétés pendant 1 an, voire 2. Et cette contribution exceptionnelle rapportera 8 milliards d'euros en 2025. Le gouvernement prévoit aussi 40 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques, et parmi elles, on retrouve le budget de l'éducation nationale qui prévoit la suppression de 4000 postes d'enseignants par rapport à 2024, ce qui est justifié, toujours selon les données du gouvernement, par la baisse du nombre d'élèves, qui devrait atteindre près de 100 000 élèves à la rentrée 2025. En revanche, en parallèle, 2000 postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap seront créés. Sur un autre volet, l'exécutif souhaite aussi reporter à juillet 2025 l'indexation des retraites sur l'inflation, ce qui permettrait, au final, de récupérer 4 milliards d'euros. Par ailleurs, la taxe sur les billets d'avion et le malus écologique appliqué sur les transports polluants vont augmenter, et en plus, le bonus à l'achat d'un véhicule électrique sera raboté. On retrouve aussi une réorganisation des collectivités locales, qui permettrait aussi de récupérer 5 milliards d'euros, et enfin, le gouvernement planche notamment sur une hausse du tarif de consultation chez le médecin traitant ou la baisse du plafond d'indemnisation des arrêts maladie. Nous verrons concrètement quelles mesures seront appliquées et quand est-ce qu'elles seront mises en place, je vous tiendrai au courant. Pour la deuxième actualité, on reste dans cette thématique de la réduction des dépenses publiques en s'intéressant aux pistes de Gérald Darmanin pour faire des économies. Alors le député de Ensemble pour la République a expliqué cette semaine, je cite, « Le sujet en France est qu'on ne travaille pas assez ». Dans ce cadre, il préconise le passage à 36 ou 37 heures de travail hebdomadaire dans le secteur public, mais aussi la suppression d'un deuxième jour férié dans le public comme dans le privé. Mais le problème étant que l'augmentation du nombre d'heures de travail sans suppression de postes en parallèle n'a aucun effet pour faire des économies à court terme. En fait, pour vraiment faire des économies, l'idée serait de supprimer des postes qui seraient compensés par l'augmentation du nombre d'heures de travail. Or, on ne peut pas licencier dans le public, ce seraient alors les départs à la retraite qui ne seraient pas remplacés, ce qui met plusieurs années avant d'avoir de véritables effets sur la réduction des coûts du personnel dans la fonction publique. Une mesure qui ne va donc pas dans l'urgence de Michel Barnier de faire des économies urgemment sur les 2 prochaines années. Autre mesure proposée par Darmanin, supprimer la prime d'activité, qui est le complément de salaire versé par l'État, à 4,5 millions de foyers aux revenus modestes et qui coûte chaque année à l'État plus de 10 milliards d'euros. Gérald Darmanin plaide aussi pour l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers et de revendre les participations de l'État dans de grandes entreprises, comme Orange par exemple. Des propositions qui ont en réalité peu de chances de faire consensus dans l'hémicycle, mais comme Michel Barnier doit absolument réaliser 60 milliards d'euros d'économies pour ramener le déficit public de 6% à 5% du PIB, nous verrons là aussi quelles mesures seront adoptées. Pour la troisième actualité, on s'intéresse au secteur de la santé, où les remboursements des consultations médicales par la sécurité sociale pourraient bien diminuer. En fait, le gouvernement envisage que le taux de remboursement pour une consultation médicale puisse passer de 70% aujourd'hui à 60% prochainement pour tenter de juguler le déficit de la sécurité
sécurité sociale qui devrait atteindre 17 milliards d'euros en 2025. Concrètement, pour une consultation chez le généraliste qui coûtera d'ailleurs 30 euros à partir de novembre prochain au lieu de 26,50 € actuellement, conformément à la nouvelle convention médicale, vous seriez alors remboursé par la Sécu de 16 € au lieu de 19 € actuellement, le reste à charge étant complet par votre mutuelle si vous en avez une. Pour rappel, les soins dentaires sont déjà moins bien remboursés depuis un an par la Sécu, avec un taux de 60% au lieu de 70% auparavant en matière de remboursement, ce qui augmente de facto le ticket modérateur pour les organismes de complémentaire santé. Et d'ailleurs dans ce cadre, selon une enquête réalisée par les cabinets de conseil en actuariat Galéa et Actelior, il faudra s'attendre à une hausse moyenne de 5,5% des tarifs des mutuelles en 2025. Le coût de l'austérité sera donc supporté par un bon nombre de travailleurs, car se soigner coûtera bien plus cher. D'un côté, les personnes qui ont une mutuelle paieront toujours uniquement la participation forfaitaire de 2 € lors de chaque visite chez le généraliste, mais le coût du contrat de mutuelle sera probablement plus élevé. En revanche, une telle mesure frappera de plein fouet les plus précaires, et notamment ceux qui n'ont pas de mutuelle, au nombre de 3 millions aujourd'hui. Pour la quatrième actualité, on part du côté des États-Unis, où Elon Musk se dit soutenir à fond Donald Trump pour les présidentielles américaines. Alors que l'élection aura lieu le 5 novembre prochain, donc dans moins d'un mois, l'homme le plus riche du monde, propriétaire du réseau social X, mais aussi de Tesla ou encore SpaceX, était présent samedi dernier à un meeting de l'ancien président. Il avait alors assuré que Donald Trump devait gagner le 5 novembre prochain pour, je cite, préserver la Constitution et la démocratie. Et lors d'une interview diffusée lundi 7 octobre avec le présentateur conservateur Tucker Carlson, Musk a déclaré, je cite, être à fond pour le candidat républicain. Au cours de l'interview, Elon Musk a également accusé le camp démocrate, donc le camp de Kamala Harris, d'acheminer selon lui des migrants illégaux dans une poignée d'États clés pour qu'ils obtiennent à terme la nationalité américaine et votent démocrate. Des arguments qui sont en réalité souvent évoqués par la droite conservatrice américaine, mais selon les données des agences gouvernementales des États-Unis, quelques 54 000 personnes ont obtenu l'asile politique en 2023, alors que la population américaine dépasse les 330 millions. Au-delà de l'aspect migratoire, Musk perçoit les démocrates comme favorables à des impôts plus élevés, à davantage de réglementation et à un plus grand contrôle du gouvernement sur divers secteurs, notamment la technologie et l'énergie. Donc au final, les entreprises de Musk, telles que Tesla et SpaceX, pourraient être directement affectées par une réglementation accrue, alors que la position dérégulatrice de Trump est plus en phase avec les intérêts commerciaux de Musk. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à qui détient les 3200 milliards d'euros de la dette française. Alors en fait, ce sont des investisseurs étrangers qui détiennent plus de 50% de la dette publique totale de la France, et c'est bien plus que les 28% de l'Italie, les 30% des États-Unis, les 40% de l'Espagne ou encore les 45% de l'Allemagne. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, l'État ne s'endette pas par des emprunts bancaires classiques, mais par des titres de dette qu'on appelle dans le jargon financier des obligations, qui sont vendus sur les marchés financiers à des gestionnaires d'actifs, des fonds de pension ou des fonds spéculatifs du monde entier. Et pour vous donner une petite idée, les banques françaises détiennent moins de 10% de la dette publique de la France. Alors pour bien comprendre, par exemple, un pays comme la France peut émettre une obligation de 200 000 € qu'il s'engage par exemple à rembourser dans 10 ans en offrant en contrepartie un intérêt annuel de 3% par exemple. Alors il faut savoir que sans rentrer dans les détails techniques, que ces obligations peuvent se revendre à tout moment sur le marché secondaire. Cela signifie que leur détenteur peut décider de les vendre avant l'échéance, donc avant les 10 ans dans cet exemple, soit à un prix supérieur ou inférieur à leur valeur nominale, en fonction des conditions du marché, des taux d'intérêt et de la demande pour ces obligations. Et depuis des décennies, la France s'endette continuellement pour couvrir ses déficits budgétaires, pour atteindre un niveau inédit de 3200 milliards d'euros de dette. Le problème étant que la France s'endette tellement que cela pèse de plus en plus sur les finances publiques, le service de la dette représente déjà 50 milliards d'euros par an et est projeté à plus de 80 milliards à l'horizon 2027, soit plus que le budget actuel de la défense. Alors que la dette s'élève à 112% du PIB, l'un des plus élevés de la zone euro, la France doit absolument éviter de tomber dans une spirale d'endettement incontrôlable, similaire à celle de la Grèce en 2010. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Merci beaucoup. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à être mieux référencé. Merci et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.